Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement comment on va faire un début de jeu d'échecs avec des tests automatisés en live en moins de 2 heures. Donc avant de commencer à rentrer dans le détail des tests, on va faire ça en deux parties. On va d'abord créer une fonction pour créer les mouvements d'un pion, le pion classique dans le jeu d'échecs. Et sans TDD. Ensuite, on va installer Mocha et on va faire des tests a posteriori. Et dans la deuxième partie, c'est là qu'on va faire des tests en mode TDD et qu'on va faire aussi le mouvement du cavalier. Pour ceux et celles qui sont dans le live, je vous invite à faire ces petits challenges où vous pourrez, je vous invite à coder les mouvements du roi, de la reine, du fou et de la tour et de me retourner avec votre fonction, de me retourner un arrêt des fonctions possibles, des positions possibles, pardon. Et, euh, et, et voilà. Et pour après les bonus, on verra si on a le temps pour les bonus. Et ben, on va essayer de coder ça ou voir faire des tests qu'on appelle des tests de UI avec Puppeteer. On va voir si on a le temps pour faire ça ce soir. Donc le programme est chargé, mais avant ça, on va essayer de voir les tests où, comment, quand, ce genre de choses. Donc en général, les tests automatisés et non pas les tests à la main parce que on fait tous, quand on développe des tests à la main, on rafraîchit la page, on clique sur le bouton, on fait le test à la main. On vérifie avec un console log ou avec un printf ou un vardump et que sais-je. On vérifie ça visuellement et une fois pendant qu'on fait le code. Mais les tests, en gros, c'est du code qui va vérifier le code de manière automatisée et dans quel cas. Donc souvent, quand vous avez un risque dit métier, euh, c'est quoi un risque métier? C'est par exemple votre entreprise, je sais pas, vous faites de l'e-commerce. Euh, le truc classique. On va plutôt prendre la finance. La finance, le métier de la finance, c'est vraiment le trading, par exemple, c'est d'afficher en temps réel les informations de trading dans toutes les bourses du monde. Le, le, le cœur du métier, c'est vraiment de pouvoir voir le trading. Et si il y a un problème dans le temps réel ou que les informations sont erronées, c'est un gros risque, c'est un gros problème. Donc, c'est dans ce cas-là, vous allez créer des tests à 7 ans, enfin, sur la partie du code qui va gérer le temps réel, qui va gérer la récupération et l'affichage des informations pour vous assurer que tout ce qui s'affiche est accurate et précis et vous allez faire des tests qui vont vérifier ça. Donc pour votre métier, pour votre entreprise, le cœur de votre produit, ce qui fait que les clients vous attendent sur ce point-là, là où il y a le risque, pas pour votre métier, mais pour la logique métier en fait dans la programmation, et ben c'est là que vous allez créer des tests automatisés. Dans d'autres cas, c'est lorsque vous avez des tâches répétitives. Imaginez pour vérifier, pour ce login, par exemple, pour créer un compte sur le site, je dois entrer mon adresse email et je dois rentrer énormément d'informations, disons. C'est un formulaire à 15 pages. Pardon, si on fait un survey, un sondage à 15 pages de survey, et pour vérifier que les résultats seront bons en fonction de ce que vous avez rentré, parce qu'il y a un petit calcul savant, imaginons vous faites un test de personnalité, donc il y a plein de réponses A, donc vous devez être timide quand vous avez plein de réponses A, et quand vous avez plein de réponses B, vous êtes extraverti. Et ben, pour vérifier ce calcul, et vous allez pas refaire le test à chaque fois. Ça prend du temps. Et ben, vous allez créer un test automatisé qui va envoyer les résultats automatiquement et ensuite récupérer les résultats du test, par exemple. Là, c'est une tâche répétitive.
ou en fait non, c'est les deux. C'est aussi un use case pénible à reproduire. Là, c'est très long à reproduire. Euh, donc, donc, euh, c'était pour les deux. L'exemple que je vous ai donné, c'est pour les deux. Pour les trois même. Donc soit c'est pénible, c'est-à-dire, ou soit c'est très long. Et donc vous allez créer un test automatisé où l'ordinateur va le faire directement. Donc vous allez créer les scénarios, les étapes avec votre code qui va reproduire toutes les étapes que vous faisiez pendant, qui vous prenait par exemple 5 minutes. Mais 5 minutes fois 100 fois, parce qu'il y a 100 utilisateurs, là, et 100 utilisateurs qui ont des inputs différentes, là, vous ne pouvez pas le faire. Vous faites ça via un test automatisé. Hop. Ensuite, quel type de test? Alors, il y en a beaucoup plus que ça, mais là, j'ai simplifié parce que sinon, je me suis rendu compte que c'était un monde et que je pourrais même, si ça se trouve, le prochain programme de formation Codiscovery que je vais écrire, ça sera celui-ci, sur les tests automatisés. Euh, on va faire, enfin moi je voulais parler de trois spécifiquement, les unitaires, fonctionnels et d'intégration ou end-to-end, E2E. À savoir, pourquoi j'ai fait la pyramide? Parce que le unitaire, il y en a beaucoup, fonctionnel, il y en a un peu moins, et end-to-end, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc, les tests unitaires, ça permet de tester la plus petite unité de code intelligent. Donc, c'est-à-dire la fonction ou la méthode. Donc, ça va tester la plus petite unité de code. Et c'est surtout ce qu'on va voir ce soir d'ailleurs. Et donc, en gros, vous allez vérifier que votre fonction qui, je sais pas, la fonction qui doit afficher le prénom de quelqu'un, quand on met en paramètre le prénom de quelqu'un, elle rajoute bien hello Alain. Voilà, si on rentre en paramètre le nom, la variable name qui est égale à Alain, et on s'assure qu'elle retourne bien un string qui est égal à hello Alain, avec un espace entre les deux parce que sinon c'est pas lisible. Voilà. Ça c'est vraiment ce que va faire le test unitaire. Bien sûr, ça va être des cas un peu plus complexes. C'est ce qu'on va voir ce soir. Ensuite, le test fonctionnel, c'est ce qui va tester plusieurs unités de code. Donc en Node.js, c'est là où vous allez tester plusieurs modules ou un module qui a plusieurs fonctions, plusieurs méthodes à l'intérieur, où vous allez tester une classe si vous faites de la programmation orientée objet, ou plutôt plusieurs classes. Plusieurs classes qui vont faire une fonctionnalité. Et enfin, le test d'intégration ou end-to-end testing, c'est celui qui va... et donc, il y en a beaucoup moins puisque le fonctionnel repose sur l'unitaire, hein, bien sûr. Et le end-to-end testing, c'est celui où de bout à bout, le test de bout à bout en français, je crois que c'est ou de bout en bout, je ne sais pas trop comment on traduit en français, c'est celui où vous allez plutôt tester la finalité. C'est-à-dire vous allez être côté client et vous allez créer plus ou moins un genre de bot qui va faire les actions de l'utilisateur et par exemple il va se login et il va vérifier si par exemple quand de bout en bout, merci Cédric, vous avez vérifié que l'utilisateur n'est pas déjà dans la base de données. Mais en fait, ce test que je viens de vous dire, c'est plutôt fonctionnel. Mais ce que vous avez vérifié en tant qu'utilisateur, c'est que le message en rouge est écrit « Cet utilisateur existe déjà dans la base de données ». Vous avez vérifié que sur le navigateur, on va bien voir ça apparaître. Vous n'avez pas vérifié du code directement, vous avez vérifié l'interface. Enfin, c'est un des cas de end-to-end testing. Ça dépend bien sûr de votre application. Là, j'ai donné un cas, un exemple, mais sachez que si vous faites un service, si votre entreprise, c'est uniquement un service d'API, votre end-to-end testing, il se pose sur l'API et pas sur la partie visuelle, puisqu'il n'y a pas de partie visuelle dans votre produit. Donc ça dépend de votre entreprise, mais en gros, unitaire, plus petite unité de code, fonctionnel, un groupe de fonctionnalités, de modules, et le end-to-end, le produit final de votre utilisateur. Voilà.
Et comment? Eh bien, comment on fait tout ça? Eh bien, grâce à des frameworks. En JavaScript, en tout cas, là je vais parler en JavaScript, je connais pas assez les autres pour en parler. Ce soir, on va utiliser Mocha. Mocha pour le, pour le unit testing. Et il y a Jest aussi qui est pas mal utilisé. Il y a Cypress que j'ai jamais encore utilisé mais dont on parle pas mal. Et Puppeteer que j'aime beaucoup qui est plus du UI testing. Et si on a le temps, on va faire ça ce soir. Donc, allez, assez parlé. J'espère que c'était clair. C'est surtout Émilie qui a demandé ça. Tu me dis si c'était clair pour toi ou pour les autres si c'était pas clair. Salut MTD. Tu vois, j'ai mis l'espace qui nous rejoint sur YouTube. Bienvenue à toi. Je crois que c'est la première fois que je te vois. N'hésite pas à nous dire d'où tu viens. D'ailleurs, comme Sankuka, que j'ai oublié de dire, n'hésite pas à nous dire d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu connais en code, tout ça. Et ça fait toujours plaisir à savoir. Pareil pour toi, Sankuka, si tu es encore là, n'hésite pas à nous dire d'où tu viens et ce que tu recherches. Pas dans la vie, mais ce soir en tout cas. Eh bien, ce soir, on va faire quelque chose d'assez particulier parce que je trouve que c'est assez difficile de visualiser les tests. Et c'est la raison pour laquelle je voulais pas trop faire. J'ai attendu avant de faire ce live. Donc, comme je disais un peu plus tôt, on n'est pas totalement vide. Il y a un dossier visualizer qui est un vrai projet et on va pas rentrer dedans. C'est juste pour visualiser tout ça, pour aider ceux qui démarrent vraiment à visualiser tout ce qui va se passer. Donc j'ai déjà codé les deux premières fonctions qu'on va faire. Donc le pion et le cavalier. Et plutôt que de parler, je vais lancer le visualizer et je vais vous montrer de quoi il en retourne. Donc hop, le visualizer est lancé. Il est sur le localhost 3000. Hop. Et en fait, j'ai dessiné un tableau d'échecs déjà. Et l'idée, c'est que j'ai préparé certaines fonctions. Donc là, je dis, je veux avoir le pion blanc. Et hop, ça crée... Alors, c'est pas un vrai pion blanc. Hein, vous avez vu, ça rond rouge. Et là, le pion blanc, le prochain... ça montre en fait le prochain move qui est possible pour ce pion. Donc après, je clique et en fonction de l'endroit où se trouve mon pion, on va avoir les possibilités de mouvement. Et donc quand il est le pion, son premier move, il peut il peut se déplacer de 2 cases. Donc ça montre les cases possibles de déplacement. Pareil avec le cavalier. Voilà, le cavalier se déplace de manière un peu différente. Et vous remarquez que les cases de déplacement, elles sont encore à damier à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça va être à nous de coder le damier qui reste. Donc, je fais une petite introduction de comment je l'ai mis en place. Donc, on va avoir un résultat visuel, mais nous, derrière, en code, on va reproduire ce que fait le visuel en code. Donc, pour faire ça, on va créer une fonction dans un dossier SRC. Et donc souvent votre code, et là c'est une convention, enfin une convention c'est souvent comme ça que vous le verrez, vous allez avoir un dossier SRC dans lequel vous allez mettre votre code, votre source. Et là je vais l'appeler chess move knight pawn. On va commencer par le pion, pardon, en français. Et je vais créer cette fonction chess move pawn. Donc c'est une fonction. Et cette fonction, elle va... Alors c'est à nous de le définir aussi. Quels vont être les paramètres d'entrée. Donc je vais lui dire, à partir d'une position définie, donc je vais mettre en paramètre un objet qui contient la clé position. Et
qui aura pour valeur par défaut A1. Voilà. Sur le tableau de donc A1, ça va être. Alors oui, je me suis trompé, j'ai vu ça il y a à peine une heure. Pour les fans d'échecs, donc ça c'est A8, je crois. Moi j'ai fait A1 là-haut. Bon, excusez-moi. Enfin non, je savais pas, c'est tout. Euh, on fera ainsi pour ce soir. Et on va aussi définir la couleur, parce que la couleur va définir le sens dans lequel il va aller. Donc black et white. Comme Michael Jackson, c'est un pion black and white. Black or white, pardon. Euh, et là, sachant que le pion ou tout autre pion hein, ou tout autre jeton aura des possibilités de position, de nouvelles positions, de déplacement, pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans toutes nos fonctions, retourner les positions possibles. Donc là, je vais faire un arrêt et je vais faire A1 et D8 par exemple. Et là, je vais faire ça. Bah, bien sûr, là, je fais en faux. Je fais quelque chose de faux. Et hop, white pawn. Et normalement, il aurait dû fonctionner. Oups, oups, oups. Chess pawn move. Alors, excusez-moi, je vais regarder dans mon code ce que j'avais fait parce que là, il aurait dû. Ah non, je dois redémarrer le serveur. Non. Alors attendez. Hop, hop, hop. Vous allez voir ce qui se passe sous couvert. Chess move pawn. Ouais, c'est la bonne fonction. Ah bah oui. Faut que je l'importe. Tout simplement, je ne l'ai pas importé. Donc chess move pawn. Voilà. Hop. Super. On rafraîchit. Voilà, super. C'est bon, on reprend. Donc, j'ai importé dans mon fichier HTML. Bon, retenez pas ça. Ça, c'est pas la partie importante. Ça, c'est vraiment pour pour visualiser. Donc, en gros, je prends une fonction qui est chessMovePawn. Je lui donne des paramètres. Et en fonction des paramètres, normalement, si je suis sur A1 et que je suis de couleur noire, alors il n'y a pas de A1, il ne peut pas avoir A1. Je connais un petit peu les échecs, suffisamment pour pouvoir dire que ça ne fonctionnerait pas. Que là, par exemple, oui. Et donc je dis que je retourne à 1 et à 8. Et moi, l'idée, c'est qu'il fasse B1, par exemple. Regarde. Hop, voilà. Et on veut que ça soit le vert et le jaune soient ensemble. Donc c'est comme ça qu'on va savoir si on a réussi à bien faire le déplacement. Mais là, comme vous voyez, c'est fixe. Ce n'est pas en fonction de la position. Donc c'est pas bon du tout. Donc c'est parti. On va essayer de gérer ça en fonction du. Donc là, Black Pawn, par exemple, si je démarre ici, je dois faire en sorte d'avoir les deux cases euh, qui sont affichées. Donc bah, c'est parti. On va s'essayer. On va partir bah, on va essayer une manière assez simplette de le faire. Et vous verrez plus tard en deuxième partie qu'on va faire quelque chose de plus compliqué. Donc, est-ce que c'est clair pour la partie visuelle Ah, MTD. Euh, T'as trouvé la chaîne par rapport au problème de l'hébergeur Gandhi. Ah, ok, super. T'es en formation de développement web niveau Bac+2. Ok, tu fais un bootcamp ou tu fais une école de formation? Ben, bienvenue à toi. Et t'apprends quel langage du JavaScript, du PHP, du Angular, du React? Dis-nous tout. On veut tout savoir. Enfin, je veux tout savoir. Je sais pas si les autres, ça les intéresse.
Euh, donc, bah maintenant, moi, je vais essayer de créer une fonction qui va être flexible, qui va prendre une position définie et de pouvoir changer les valeurs. À savoir que j'injecte par défaut certaines valeurs. Donc, l'idée, c'est que lorsque je récupère la position A2, par exemple, donc sachant que là c'est le 1, là c'est le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et bien quand je suis en couleur noire, donc je suis en haut et je vais descendre, je vais prendre la position sur laquelle je suis, donc la ligne sur laquelle je suis, la 2 par exemple, et je vais descendre, donc je vais ajouter 1, 2, 3, 4, 5 pour descendre. Donc ce que je vais faire, moi, ma première théorie, c'est de récupérer la position donc, et de la découper. Donc je vais avoir une position par exemple A2, je vais juste essayer de récupérer le deuxième caractère. Donc je vais faire const line, récupérer la ligne en str, en string, et donc je vais prendre position.sub str1. Et là, ça va me récupérer, substr, ça va récupérer un string. D'ailleurs, je peux faire 1 parce que je veux vraiment qu'un seul caractère. Donc, je récupère à partir de l'index 1, sachant que je commence à l'index 0. Donc, 0, 1. Et après, je récupère un caractère à partir de l'index 1. Donc, c'est le 2. Et si j'ai B9, ça sera... Il n'y a pas de B9. Si j'ai B8, ça sera le 8 que je récupérerai. Mais là, je le récupère en string. Et ensuite, je décide de le récupérer en chiffres. Line est égal à parse int line str. Ou number, pour être un peu plus à l'heure actuelle en JavaScript. Une fois que j'ai récupéré mon line, si c'est le noir, if color égale black, alors je vais dire à ma fonction, à mon line, de lui ajouter plus 1. On se rappelle, on est à 1, 2, 3, 4, donc on va descendre. Donc là, on est à 2, pardon. Donc on va descendre et on va descendre de 1. On va ajouter 1, pardon. Donc on descend visuellement, mais on ajoute 1 parce que ça s'additionne. Donc on va faire que pardon, on va créer on se rappelle, on a un arrêt, donc possible moves, pardon, qui va être un arrêt vide. Et là, quand on a une couleur noire, à partir de la position qu'on a par défaut, on va faire possible moves.push. Et on va push quoi? On va push. D'ailleurs, je vais récupérer la colonne tant qu'à faire. Call str, où je récupère le premier caractère. Donc à partir de 0, je récupère un caractère, donc la colonne. Donc call str, et ben je vais accoler mon call str à mon line plus 1. Donc si c'est noir, si c'est blanc, et ben je fais le contraire. Ça va être mon line moins 1. Et je fais return possible moves. On rafraîchit, je prends un pion. Je suis... Et en fait, ça fonctionne parce que là, je suis un pion blanc. Regardez, là, j'avais fait que le test pour le noir. Donc, je vais faire exprès de ne pas mettre pour le blanc. Je rafraîchis. Pion blanc, vous voyez, il n'y a rien qui fonctionne. Par contre, pion noir, voilà, là, ça fonctionne. Donc, je réactive. Et donc, ça veut dire qu'il détecte bien dans le bon sens. Oui, parce que j'ai pas réfléchi. Hop. Voilà, ça fonctionne aussi pour le blanc. Par contre, quand j'arrive ici pour le blanc, ben, il n'y en a que un sur les deux. Donc là, j'ai pas géré le cas où c'est ma première fois, mon démarrage, pardon. Donc, je vais dire, dans le cas où je suis en noir, si ma
line, pardon, est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc line est égal à 7. Alors, je fais possible move plus 2. Hop. Et pour le white... Non, ça c'est le white, pardon. Et pour le black, hop, et ben je vais faire le contraire. Et donc, je vais lui faire moins 2. Non, je viens de faire le... Oh, je me suis inversé. Mais en tout cas, je viens de faire le... Ouais, je me suis inversé, je sais plus. Non, c'est 2 ici. Oui, c'est ça. J'ai inversé. Hop. Et donc, c'est 7 pour en bas. Parce qu'on va remonter moins 2. Je crois. De toute façon, grâce au petit visuel qui nous aide énormément. Enfin, qui m'aide énormément. Hop, ici. Voilà, c'est bon. Donc là, on a fait en sorte que, à partir d'un pion, on connaît la position suivante. Sauf que j'ai fait mon code en amont comme ça. Heureusement que j'avais un visuel qui m'aidait. Mais si j'ai pas de visuel, comment je fais pour être sûr de ça? Eh bien, c'est là qu'on va utiliser le TDD. Et le TDD va être la représentation en code de ce visuel. Et comme je vous disais, c'est qu'on va utiliser Mocha. Donc, notre dossier, pensez qu'il n'y a pas de visualizer et de slide. Ça, c'est vraiment pour le Code Discovery. C'est pour pour le live. Et bien maintenant qu'on a notre SRC, on va commencer à créer un projet NPM. Donc, NPM init y. Donc, on va setup NPM. Donc, je suppose que vous avez Node.js d'installer. La version 14, c'est la long term support pour l'instant. Et une fois que vous avez installé Node.js, vous pouvez utiliser npm, la ligne de commande npm, et donc faire npm init. Et le -y, c'est pour éviter de rentrer plein de choses. Donc là, ça me crée tout de suite un fichier package.json. À partir de ça, je vais charger la librairie qui va me permettre de faire des tests. Donc, j'utilise Mocha. Qu'est-ce que c'est npm Mocha? Bon, on va regarder. Alors, le mieux, c'est le site. Mais on va d'abord regarder sur npm. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a pas de documentation. Enfin, si, il y a une documentation. C'est justement un lien. Et là, on arrive sur le site mocha.js.org. Et Mocha, voilà, ça nous donne des informations sur comment démarrer nos tests. Donc, npm install Mocha, c'est ce que je viens de faire. mkdir test, ça c'est super important parce que tous les tests, et ça c'est une convention Node.js, PHP, je ne connais pas dans tous les langages, mais j'imagine que c'est la même chose dans beaucoup de langages, d'avoir un dossier de test qui est au niveau du SRC. Et ce que vous allez faire, c'est que vos tests vont matcher la structure de votre SRC. C'est-à-dire, imaginons, j'ai un dossier utils, et dans utils, je fais text string manager, créer un code qui gère des strings. Et bien, pour avoir le test de string manager, ça c'est une convention, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous allez créer un dossier utils, et dans ce dossier utils, vous allez écrire un fichier qui va avoir le même nom, sauf que il va avoir .test.js. Et regardez la couleur. VS Code est conscient de cette convention parce qu'il change un peu la couleur du .js. Et là, avec vos tests, vous voyez tout de suite, avec une architecture bien faite, vous savez tout de suite à quel endroit vous allez... enfin, où est le fichier que vous testez. Voilà. Donc nous, on ne fait pas du tout ça. On va faire une structure beaucoup plus simple. Mais retenez bien ce petit point. Et vu qu'on fait pas ça, on va quand même avoir notre chess move pawn, donc exactement le même nom.
.test.js. Et ce fichier test.js, il va être lancé par Mocha. Et il va être lancé par Mocha d'une manière bien précise. Parce que là, le mot-clé describe, il n'existe pas dans Node.js. Et en fait, c'est Mocha. C'est Mocha qui va lancer votre test pour vous. Donc, on va essayer de regarder tout ça. Et je vais aller le montrer en partie 2, mais c'est vrai que je ne fais jamais de test avec Assert. Donc, on va aussi utiliser Chai, qui nous permet de... PMI Chai, qui est une librairie d'assertion. Donc, assertion qui nous permet de vérifier si telle valeur est égale à. Donc, assert equal, assertion equal. On vérifie si la chose qu'on est en train de tester va être égale à. Donc, ça c'est le truc par défaut dans Node.js. Mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. J'aime bien Chai, je le trouve très très cool. Chai JS. Voilà. Hop. Donc npm install chai. Je crois que je l'ai fait. Chai. Je le refais. Et dans chai, on a soit les should, soit les expect, soit les assert. Moi, j'aime bien le expect. Parce qu'en fait, c'est une manière de tester votre code comme si vous le lisez. Et c'est ça qui est cool. Parce que les tests aussi, ce qui est bien, c'est que ça peut servir de documentation. Attention, ça remplace pas une documentation, mais pour les développeurs qui rentrent dans votre équipe, voir un test, vous comprenez tout de suite comment une fonction, une fonctionnalité ou une page, donc si vous faites un end-to-end testing, devrait fonctionner. Quels sont les cas de fonctionnement. Donc là, on va essayer de gérer certains cas avec tout ça. Donc const donc chai.expect, donc je fais une déstructuration pour récupérer chai directement, enfin pour récupérer expect dans chai ici, et ensuite on va utiliser describe qui existe avec Mocha. Et nous, ce qu'on va tester, c'est le pawn, le pion. Et donc, le describe va prendre deux paramètres. Il va prendre le premier paramètre qui sera le nom de votre suite de tests. Et ensuite, le deuxième paramètre qui va être un string. C'est le contraire. Le nom va être un string et le deuxième paramètre est une fonction. À savoir que vous pouvez faire des fonctions asynchrones aussi. Nous, on n'en fera pas ce soir. Vous avez comme paramètre down ici et vous appelez la fonction down qui agit comme un callback si vous avez de la synchronicité à gérer. Nous, on n'en a pas ici. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est imbriquer les describe parce que imaginez que vous avez on fait un vrai jeu d'échecs, va y avoir plusieurs cas. Le cas où vous vérifiez, vous essayez de vous déplacer, le cas où vous vérifiez si vous pouvez check si on peut bouffer, je sais pas comment on dit, kill opponent. Donc si vous pouvez marcher, remplacer, je sais pas comment on appelle ça dans les échecs. Merci MTD. En tout cas, si on peut tuer quelqu'un dans les échecs. Donc, vous auriez peut-être une fonction qui vous permet de vérifier si ce move est possible et si ça tue quelqu'un aussi. Parce que dans ce cas-là, visuellement, vous allez enlever un pion. Donc, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais sachez que vous pouvez rajouter plusieurs describes qui vont tester différentes méthodes dans votre objet. Donc là, on fait pas vraiment un objet, mais on fait comme si. Et une fois que vous êtes dans, on va dire, la suite de tests, là, on va mettre le hit. Et là, on commence le test. Et comment on appelle ça, la convention, encore une fois, c'est de faire
should et de dire should et de dire ce que ça décrit. Parce que si vous remarquez, la manière dont les tests sont écrits, c'est plutôt du BDD, du behavior, donc du comportemental. Enfin, je saurais pas le dire et je saurais pas l'expliquer. On va pas rentrer dans ce détail, mais c'est une manière d'écrire des tests. Mais on va pas trop rentrer dans ce détail. Mais en gros, ça vous permet. Enfin, je vais l'écrire plutôt. Behavior. Behavior. Behavioral. Voilà. Donc comportemental. Ça vous permet de faire des tests. Et quand on les lit, c'est clair en fait. Donc la manière dont Mocha a été fait, c'est que c'est super clair. Donc, it should return to. Donc on va faire le cas où non, it should return one possibility if one possibility if the pawn is black. Voilà. On est en train de définir un cas. Et en fait, pour l'instant, ce cas, on a juste le texte qui le décrit, mais on n'a pas dit ce qu'il faisait. Et pensez que c'est tout le temps un jeu entre le texte. Faut pas qu'il soit trop long, faut pas qu'il soit trop détaillé. Moi, je trouve qu'il est un peu détaillé là. Et donc, c'est un mix entre le texte et le code. Donc, il faut que votre code aussi soit assez simple, assez clair et assez simple à lire. Donc, ici, on va faire notre code et on va vérifier un des cas. Donc, on va dire que quand const possibilities, parce que c'est les possibilities qu'on récupère, voilà, qu'on récupère, on va faire la méthode chessMovePawn qui attend position. Dans le cas où c'est A3 et que c'est de couleur black, color black. Donc on définit tout et essayez souvent de définir le minimum. N'essayez pas d'en faire trop. Vraiment le minimum que vous avez besoin pour que ça soit lisible. Et le mieux, c'est encore d'avoir des variables qui sont claires comme ça. Vous avez votre test qui explique et le texte ici qui explique. Et ensuite, quand on lit le code, ben ça devrait couler quoi. C'est ça l'idée. Et donc dans le cas où on a fait chess move pawn, on devrait avoir possibilities. Donc on va expect que possibilities.length to be equal to 1. Parce que visuellement, je vous le remontre, ici si on est à A3 et que on est black, on veut avoir qu'une seule possibilité. Donc vous allez vérifier dans votre arrêt. Et vous pouvez même mettre un deuxième test pour être sûr. Parce qu'en fait, on sait que c'est 1, mais ça pourrait être 1 et ça pourrait être une mauvaise valeur. Donc on va vérifier cette valeur. Donc on sait que la valeur 1 to be equal à... donc si c'est A3, ça doit être A4. Donc le noir, c'est de haut en bas, donc c'est A4. Hop. Voilà. Et maintenant, ben, on va tester ça et on va vérifier si c'est bon. Donc pour le tester, vous allez faire... alors moi j'ai installé Mocha en local. En général, Mocha, vous pourriez l'installer en global. J'ai Mocha. Et vous pouvez faire directement Mocha et test. Le dossier test. Et il va chercher tous les fichiers qui sont dans le dossier test. Moi je l'ai installé en local. Je veux pas qu'il se mette dans tout mon ordi. Donc je vais le mettre dans... En fait la fonction c'est... Enfin, le code c'est ça, c'est node modules. Mocha, bin, Mocha. C'est un peu long et répétitif. Et ensuite je fais test, le dossier test, le dossier où il va lancer les tests. Et ben vu que c'est un peu répétitif,
je vais prendre tout ça. D'ailleurs, vous savez quoi? Lançons-le. Hop, voilà. Et en plus, j'ai raté mon test, parfait. Mais là, ce que je veux, ici, hop, c'est mettre dans Node, ici, le test. Voilà. Donc quand on va faire npm test, ça a lancé cette commande directement. npm test. Voilà, ça relance. Et là, on vient de lancer Mocha. Et comme on vient de lancer Mocha, c'est pour ça que Describe existe. C'est ça qui est intéressant. Describe n'existait pas. Et si vous ne le lancez pas avec Mocha, eh ben c'est pas bon. Ah ben parfait. Et il me dit quelle est l'erreur. Bah oui, parce que j'ai oublié d'importer chess move pawn. Parce que regardez, dans mon dossier, j'ai mon src et mon test ici, bah, il n'importe rien. Il utilise chess move pawn, mais il n'importe rien. Donc, on va importer donc const chess move pawn est égal require erreur de débutant point 2 points, on remonte d'un dossier chess move pawn, voilà, on relance et on regarde. J'ai sauvegardé. Ok, chess move pawn is not a function. Eh oui, pardon, parce que j'ai oublié d'exporter. Erreur de débutant encore, parce que je faisais pour le... Peu importe. Comme je fais... Ça fonctionne aussi pour le front. J'avais oublié que on était en Node. Donc, en Node, bien sûr, on exporte notre méthode ici et on peut la tester. Petit détail, ça c'est parce que le code ici fonctionne à la fois en front et en back avec le visualizer. J'ai pas trouvé de bonne manière, mais je vérifie si je suis sous Node. Parce que sinon, le mot-clé module export n'existe pas dans le navigateur, donc ça va me bloquer mon navigateur. Donc c'est un petit trick, mais vous n'aurez pas besoin de ça. Et voilà, c'est bon, mon test il est passé. Yay! Je suis content. Donc j'ai bien vérifié ce que je voyais visuellement. Et là, c'est le code qui me le dit. Et bien sûr, là, on n'a testé qu'un seul cas. Mais on va en tester d'autres. Par exemple, si je suis noir, alors mon pion est noir, même si moi aussi je suis noir, mais ça n'a aucun rapport. Quand on démarre à A2, eh bien, il va avancer de 2 points. Il doit retourner donc 2 ici, et il doit être A4 et A3. Alors là, on ne sait pas l'ordre. Donc, on va faire plutôt expect includes A3 et expect includes possibilities includes A4. Et on va s'assurer to be true. To be true. Alors, justement, je ne me rappelle plus. On va aller voir dans Chai comment le expect fonctionne. MTD, tu es super au taquet. Je vois ce que tu dis. Hop. Alors, attendez. Ah oui, d'accord, le site il est pas responsive. Donc, expect. On va regarder les détails de expect. API plutôt. Expect. Voilà. Donc, true. To be true. Voilà, tout simplement. Donc, on va vérifier to be true. To be true. Hop. Donc, en fait, ça se lit. C'est ça que je trouve cool. C'est que le fait include, c'est une méthode d'arrêt. On vérifie que dans l'arrêt, on a bien ces valeurs-là. Et donc, on dit, est-ce que le fait que includes inclut A3, est-ce que c'est vrai? Et on attend que possibility includes A3 est vrai. Je vais mettre un petit espace pour ne pas coller mon code et mon test. Et bien sûr, ici, should return two possibilities if
The spawn is black. Et voilà. Bien sûr, alors on l'a pré-testé avant, on fait la même chose avec le white. Faites-en plusieurs. Il faut mettre le plus de tests possible. Et vous voyez maintenant, il en valide 2. Et là, je vais faire une erreur exprès. False. Et regardez, on a vu déjà les erreurs. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il nous dit hey, salut Magic79, t'es expert? Ah bah super, parce que moi, je ne suis pas du tout. Mais alors, zéro. J'ai dû jouer 4 fois aux échecs dans ma vie. À chaque fois, j'ai perdu. Et comme je suis un mauvais perdant, j'ai arrêté de jouer aux échecs. Voilà. Et bien, bienvenue à toi, Magic. Donc là, j'ai mis false. Et là, il me dit assertion error. Il attend. Donc, il a validé un test, mais pas l'autre. Il me dit lequel il n'a pas validé. C'est ça que fait un framework de test. Il vous donne toutes ces informations. Il vous dit lequel n'a pas fonctionné et il vous dit sous quelles conditions ça n'a pas fonctionné. Donc, il attendait true. Non, pardon, il attendait false puisqu'on a mis false. Donc, j'attends expect to be false. J'attends false, mais j'ai reçu true. Mais c'est normal parce que j'ai fait exprès de changer. Mais je devrais recevoir true. Donc voilà, on a fini pour la première partie. Là, on n'a pas fait du TDD, on a fait du test a posteriori. Maintenant, on va faire le contraire. Pour la deuxième partie, on va faire comment on appelle ça? On va faire le cavalier, qui est un peu plus compliqué, et on va faire une méthode un peu plus poussée, parce que la manière dont on a fait le code pour le pion, c'est vraiment le plus basique qui soit. Donc on va faire le cavalier, on va le faire en TDD, ça veut dire qu'on va faire les tests d'abord, et ensuite on va vérifier les tests avec... on va vérifier en même temps. Autre chose, vous avez remarqué qu'à chaque fois je fais NPM test. NPM test, à chaque fois que je change, je fais NPM test. Pareil en deuxième partie, on va voir le watcher pour que à chaque fois que je change mon fichier, et ben ça rafraîchit et ça me dit tout le temps si c'est bon ou si c'est pas bon. Et ben je sais pas, Sankuka, moi il est 20h10. Ah non, t'étais pas du tout là. Ah mince. Ah oui, donc oui, là t'as raté 30 minutes. Mais bon, il y a le replay. Et c'était que la partie 1, c'était la partie simple. Tu viens, tu viens au bon moment pour la partie 2. Partie 2. Alors, maintenant, let's go. Pop, 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 pop. Donc, cette fois, on va faire, pour le cavalier, on va faire du TDD. Sachant que... vous avez vu la manière dont ça fonctionne, même si c'est pas foufou, ça fonctionne, hein. Alors je crois que Magic l'expert, normalement on est d'accord, le pion il sera jamais là, donc ça fonctionne pas. Mais voilà, j'ai fait simple, hein. Là, on fait pas un jeu d'échecs entier, hein. On fait juste la possibilité de tester les positions, les déplacements possibles d'un pion, comme s'il n'y avait aucun pion dans le jeu. Voilà, on fait simple. Je répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Et bien maintenant, le TDD, c'est quoi? C'est le Test Driven Development. Le développement dirigé par les tests. Donc on va d'abord faire le test, et ensuite on va écrire le code qui correspond à nos tests. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte et moi, c'est générique@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche et là je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur, je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici,
on reclique sur la partie 2 et cette fois elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.